voudrais vraiment vous remercier tous les deux pour cette introduction. Et il y a vraiment des mots qui résonnent en moi sur la difficulté de maintenir ces grandes infrastructures et les cohortes, parce qu'effectivement, c'est du travail tous les jours. 200 000 volontaires, c'est essayer d'être en permanence à leur écoute et de répondre à leurs questions. Je vais vous faire, pour cette première présentation, je vais vous faire un point d'étape sur Constance, et d'abord en vous rappelant quelles étaient les ambitions de Constance. Les ambitions de Constance étaient de mettre en place une infrastructure nationale fondée sur une grande cohorte généraliste en population de plus de 200 000 volontaires. Et cette cohorte, elle était destinée à servir de plateforme polyvalente pour la recherche en santé, pour la recherche en sciences sociales, pour la recherche en santé publique. Et donc, notre objectif, c'est une cohorte généraliste, c'était capable d'étudier la santé, mais dans sa vision holistique du terme, dans la définition de l'OMS, mais également de travailler sur toutes les maladies dont le nombre était suffisant dans cette population, qui est grande, mais qui n'est quand même pas si grande que ça, et puis de pouvoir travailler également sur tous les facteurs de risque dont le nombre est aussi suffisant dans cette population. Et de fait, pouvoir contribuer à de nombreux domaines de recherche, comme la surveillance épidémiologique, et vous allez voir qu'on a de nombreuses collaborations, notamment avec Santé publique France, pouvoir travailler sur l'histoire naturelle des maladies et des biomarqueurs précoces des maladies, pour pouvoir travailler bien évidemment autour des facteurs de risque des maladies, mais aussi, et on va le voir que c'est possible grâce aux appariements avec certaines bases administratives, de pouvoir travailler sur les trajectoires de soins et les effets indésirables à long terme des médicaments. Alors, comment est-ce qu'on a mis en place Constance ? Constance, on a pu le mettre en place parce qu'on a pu s'appuyer sur le réseau des centres d'examen de santé de la Sécurité sociale, qui nous a mis à disposition 21 centres et les personnels de ces centres pour pouvoir inclure et suivre les volontaires. Donc, les volontaires, ils sont tirés au sort dans les bases gérées par l'assurance vieillesse, et la population éligible, c'était les personnes au moment du tirage au sort, âgés de 18 à 69 ans et qui vivaient dans les départements de ces 21 centres d'examen de santé qui nous étaient mis à disposition. Et pour être éligible, il fallait également être bénéficiaire du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'étaient exclus dès le départ les personnes de la MSA, de la Mutualité sociale agricole, et les indépendants. Donc, une fois que ces personnes étaient tirées au sort, on leur envoyait un courrier, on leur expliquait l'étude, et ceux qui étaient volontaires se présentaient dans leur centre d'examen de santé où ils étaient inclus. Donc, vous voyez en rouge, ils avaient un petit consentement, c'est le document en rouge. On leur informait de ce que était Constance, ils signaient un consentement, et une fois que c'était OK, eh bien, ils remplissaient beaucoup de questionnaires et ils bénéficiaient d'un examen de santé avec des examens paracliniques, des prises de pression artérielle, une spirométrie, etc., et des examens biologiques. Et donc, c'est au moment de cet examen biologique qu'on en a profité pour demander aux volontaires s'ils étaient d'accord pour qu'on puisse congeler des échantillons de sang et d'urine pour mettre dans une biobanque. Donc ça, c'était l'inclusion. Et le suivi annuel, donc il y a également un suivi. Donc le suivi annuel, il se fait par questionnaire papier ou Internet, et puis par un appariement dans les deux grandes bases dont a parlé Arnaud tout à l'heure, qui c'est la base de l'assurance maladie, le système national des données de santé, et les bases de l'assurance vieillesse, pour avoir toutes les trajectoires sociales et professionnelles des individus. Et puis, tous les 5 ans au début et maintenant tous les 4 ans, on réinvite les volontaires pour un nouveau bilan dans les centres d'examen de santé de la Sécurité sociale, avec 2 nouveaux questionnaires et un nouvel examen de santé. À côté de ça, comme toutes les personnes tirées au sort ne participent pas à Constance, et comme on avait une volonté de pouvoir être représentatif de la population française, on a mis en place une cohorte de référence dont l'effectif est de 2 fois celui de Constance, c'est-à-dire de plus de 400 000 personnes. Et ces personnes sont suivies dans les bases de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. C'est-à-dire que pour ces informations issues de ces 2 bases, on peut comparer les personnes de la cohorte de référence qui est totalement représentative de la population éligible à Constance avec les volontaires qui ont été inclus dans Constance, avec les volontaires actifs. Et à partir de cette comparaison, on peut calculer des pondérations et ce qu'on appelle redresser la cohorte. Alors, si on regarde au nombre d'examens réalisés, donc actuellement dans l'inclusion, ce n'est pas tout à fait 220 000, on n'y est pas arrivé, on est à 219 144 volontaires. Il y a à peu près 67 657 personnes qui ont eu un deuxième EPS, il y en a 4 000 qui sont programmés, comme vous pouvez voir sur cette diapo, et déjà des troisièmes retours avec 14 956 volontaires qui auront bientôt un troisième EPS.
Alors, on en a moins que prévu parce que pendant l'année du Covid, eh bien, les centres ont fermé et puis après ça, ils ont repris en voyant beaucoup moins de personnes. Mais enfin, on a quand même un nombre de deuxième et de troisième EPS qui devient quand même assez sérieux, sur lequel on peut faire des bonnes recherches. Alors, qui sont les volontaires? Les volontaires, ils sont nés entre 1941 et 2000. L'âge moyen à l'inclusion était de 47 ans et il y a 54% de femmes. Donc, on a pu arriver à avoir un équilibre entre les hommes et les femmes. Vous avez dans la pyramide, vous avez ici les deux pyramides des âges. Ici, la pyramide des âges à l'inclusion. Donc, vous voyez qu'on avait à peu près 12% de personnes qui étaient âgées de 18 à 29 ans. Et vous avez actuellement la pyramide des âges des volontaires de Constance au 1er janvier 2023. Et vous voyez que les volontaires, comme tout le monde, vieillissent, avec l'apparition de nouvelles strates d'âge entre 70 et 80 ans, et de moins en moins de jeunes dans la cohorte, qui posent le problème, qui posent la question de savoir si on ne devrait pas réinclure des jeunes dans Constance pour maintenir un effectif pas trop loin de la population française. Alors, quelles sont les professions les plus fréquentes du calendrier? Alors, c'est dans le calendrier professionnel. Donc, dans les questionnaires d'inclusion, on demande aux gens de remplir tous les épisodes de carrière de plus de 6 mois. Et donc, j'ai regardé dans le calendrier professionnel quelles étaient les professions les plus représentées. Et donc, vous pouvez voir la grande variabilité sociale de Constance, avec notamment des catégories qu'on a du mal souvent à inclure dans nos études, qui sont des ouvriers. Donc, vous voyez, j'ai surligné en rouge les ouvriers qualifiés type artisanal, les ouvriers qualifiés de type industriel et les ouvriers non qualifiés de type industriel. On a regardé également la même chose au niveau des secteurs d'activité. Et là aussi, vous voyez des secteurs d'activité qu'on n'a pas toujours dans nos cohortes, notamment le secteur d'activité de la construction, des hébergements et restauration, mais aussi avec 10 000 volontaires qui ont travaillé à un moment donné de leur vie professionnelle dans les arts, spectacles et activités récréatives. Donc vraiment une très grande variabilité sociale. Vous avez ici les volontaires, leurs adresses à l'inclusion. Donc vous voyez effectivement qu'ils étaient bien regroupés autour des départements des 21 centres inclus dans Constance. Mais ce que vous voyez également dans l'autre carte, c'est qu'entre-temps, ils déménagent beaucoup. Et ils déménagent, et donc c'est un challenge pour nous de maintenir le suivi des adresses. Et donc ils ont déménagé beaucoup sur la côte atlantique, beaucoup sur la Méditerranée, puis voilà, ils retournent un petit peu dans le centre de la France. Et donc du coup les zones d'habitation, donc vous avez ici les unités urbaines, donc 15% de la cohorte, 15-6% de la cohorte qui sont des Parisiens, les 34% qui habitent dans des unités urbaines entre 200 000 et 2 millions d'habitants, mais également, et ça c'est important quand on veut travailler sur l'environnement, près de 20% de la cohorte qui habitent dans des zones rurales. La participation, alors c'est un peu compliqué parce que les volontaires, ils ont été inclus entre 2012 et 2020, et donc on peut dire que 80% des volontaires ont complété au moins un questionnaire de suivi, quelle que soit l'année, que plus de la moitié ont complété au moins 3 questionnaires de suivi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que 57% des volontaires répondent à toutes les sollicitations. En tout, c'est 1 200 000 questionnaires qui ont été saisis, donc ça fait vraiment beaucoup. Et vous savez que Constance donc, est ouverte à la communauté scientifique, qui peut avoir accès à la base de données, mais qui peut aussi avoir accès aux volontaires pour recueillir des données, d'autres données que les nôtres. Et la participation aux études insulaires, elle est entre 46 et 72%, et elle dépend énormément de la thématique qui est abordée dans ces études, notamment les 72,2%, c'est des études qui est faites par un laboratoire, le laboratoire Insight, sur le vitiligo, donc sur vraiment des problèmes qui intéressent les volontaires. Vous avez ici le taux de participation par tranche, par classe d'âge. Donc vous avez en rouge les plus jeunes, 18-39, les 40-59 et les 60 ans et plus. Donc vous voyez depuis le début un gradient, c'est-à-dire plus on vieillit, mieux on répond au questionnaire. On avait l'impression que depuis 2016, il y avait à peu près un taux global de participation de 70%. C'est normal dans les cohortes qu'au début, tout le monde réponde, puis à un moment, on répond moins, puis normalement, ça se stabilise. Donc, on voyait que ça commençait à se stabiliser autour de 70%. Et puis, il y a eu l'année du Covid, où là, on a eu peur que tout s'effondre. Finalement, il y a eu quand même pas mal de participation. Et voilà, ce qu'on espère, c'est l'année 2022 qui est en cours de recueil. On a l'impression que le taux de participation augmente un petit peu. Alors en 2021, on n'a pas pu faire de questionnaire pour la bonne raison que les questionnaires sont imprimés l'année précédente. Et donc l'année du Covid, on n'a pas pu imprimer les questionnaires pour 2021. Mais 2021, il y a eu des questionnaires SAPRIS sur les volontaires qui étaient sur le web. Et vous allez avoir tout à l'heure une présentation de cette SAPRIS, c'est sur la Covid.
Alors, le mode de réponse au suivi 2020, en fait, la population web, elle ne représente que 40% des inclus. Et donc, on n'arrive pas trop à augmenter la participation au questionnaire web. Vous l'avez là. Vous voyez que pour les 18-29 ans, en vert, c'est ceux qui répondent en papier. Vous voyez qu'il y a un gradient en fonction de l'âge, bien évidemment, mais qui n'est pas si important que ça. Il est entre 40 et 45% chez les plus jeunes et de 59% chez les 70 ans et plus. Vous avez ici ceux qui répondent sur Internet et ici ceux qui, en 2020, sont passés du papier à Internet. Donc vous voyez qu'effectivement, la proportion elle est plus importante chez les jeunes que chez les plus âgés. Donc le passage du papier au web, c'était 14 000 en 2020 et 3 100 en 2022, mais 2022 est encore en cours de recueil. Les sorties de l'étude, il y a deux façons de déconsentir dans l'étude. Il y a les volontaires qui disent « Arrêtez de nous casser les pieds avec vos courriers, on ne veut plus répondre aux questionnaires, on ne veut plus de sollicitations, mais néanmoins, vous pouvez continuer les appariements et vous pouvez garder les données qui ont déjà été recueillies sur moi. » Donc là, il y en a 1254. Et puis, il y a ceux qui disent « Je ne veux plus entendre parler de vous et vous effacez toutes les données. » Et là, il n'y en a que 598 sur 200 000, donc on peut penser qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de... Ça, c'est vraiment les drop-out, les perdus de vue. Et puis, il y a actuellement 1850 décès. Alors, quelles données sont recueillies? Donc, il y a des données qui sont recueillies en routine via le questionnaire et via les bases de données et via également les données des examens de santé. Donc, Arnaud de Guerra vous en a déjà parlé, notamment il a appelé l'apport vraiment très important des bases administratives. Je vais en dire deux mots tout à l'heure. Et les données qui sont extrêmement riches également recueillies dans le centre des gains de santé, puisqu'il y a un examen de santé, et puis également, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, des données qui sont extrêmement originales, qui sont pour les personnes de 45 ans et plus un test des fonctions cognitives et physiques. Et hélas, on a eu une baisse des financements et on a dû diminuer quasiment de moitié les neuropsychologues qui recueillaient ces tests. Mais à côté de ça, notre travail, c'est d'essayer d'enrichir au maximum la cohorte par d'autres types de données. Donc, il y a les données des enquêtes ancillaires, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, une équipe, quand elle recueille des données complémentaires sur les volontaires, le deal, c'est que toutes ces données, à un moment donné, retournent dans la base de Constance pour enrichir cette base. Vous allez avoir pendant cette journée des présentations de telles études, notamment la plateforme d'imagerie cardiométabolique et puis également Fabrice Serrault. Et puis, donc, on enrichit aussi la biobanque. On a aussi la biobanque et Gianluca va vous présenter le projet Biobanque Cohorte française. Beaucoup d'enrichissement autour de la santé environnementale et des risques professionnels. Vous allez avoir également des présentations là-dessus. Et je vais dire deux mots sur les bases administratives. Les bases administratives, c'est vraiment un apport majeur. Pourquoi? Parce que ça permet de recueillir énormément d'informations sans trop fatiguer les volontaires. Et même si les volontaires ne répondent pas au questionnaire une année donnée, eh bien on continue à les suivre dans les bases administratives. Il y a 97% des volontaires qui ont accepté qu'on les suive dans deux bases administratives, la base de l'assurance maladie et les bases de l'assurance vieillesse. Alors le problème, c'est que c'est des bases complexes par la volumétrie, par l'architecture, parce que ce ne sont pas des bases de recherche. Et donc il y a un énorme travail pour pouvoir travailler. Le coût pour pouvoir travailler sur ces bases est très important. Je vais vous dire quelques diapos sur ce qu'on a développé pour travailler sur le SNDS, Système national des données de santé, qui est la base de remboursement de soins de l'assurance maladie. Donc, dans l'équipe, il y a toute une petite équipe qui travaille sur des programmes de travail pour développer des outils. On a développé des applications de recettage qui sont à disposition des autres équipes de recherche. On a développé un SNDS d'utilisation simplifiée avec des bases qui sont centrées sur les personnes qu'on peut utiliser comme des bases d'épidémiologie facilitées, avec une documentation avec. Et surtout, on est en train de développer des algorithmes d'identification de cas. Quel est le problème? Dans les bases de l'assurance maladie, vous avez des données de remboursement de soins. Et donc, dans la plupart du cas, quand vous allez voir le médecin, c'est enregistré. Quand vous dépensez pour l'achat des médicaments, c'est enregistré. Mais il n'y a pas le diagnostic. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès au diagnostic de ces personnes qui ont consulté.
Et donc, OK, il n'y a pas de diagnostic, mais il y a un grand nombre de pathologies qui entraînent quand même des consommations de soins spécifiques. Si vous avez telle ou telle pathologie, on peut vous dire que, bon, si vous avez telle pathologie, si vous êtes hospitalisé, ça sera sous tel type de diagnostic. Si vous avez une affection de longue durée, ça sera sous tel type de diagnostic. Si vous consommez des médicaments, ça sera tel type de médicament. Donc, on fait plein d'hypothèses, et autour de ces hypothèses, on construit ce qu'on appelle des algorithmes qui nous permettent d'identifier des cas dans cette base de données. Donc, tout ça, vous voyez que plusieurs algorithmes par pathologie, ça veut dire que le travail est énorme et donc on se repose pour travailler sur ces algorithmes sur des réseaux d'experts. Il y a notamment le réseau RedSiam qui regroupe des cliniciens et des chercheurs qui recensent des algorithmes, qui les mettent au point et qui les diffusent, qui créent une bibliothèque d'algorithmes, et la CNAM qui a une cartographie des pathologies dans le cadre de ses missions. Donc, dans l'équipe, on a déjà implémenté 100 algorithmes sur 64 pathologies ou des prises en charge particulières, notamment par exemple la grossesse ou la dialyse, et autour de plusieurs. Et donc, vous voyez ici, on a fait passer les algorithmes cancer sur le SNDS 2007-2020 pour 172 000 participants, et vous voyez ici le nombre de cancers qu'il y a déjà dans la cohorte, un total de 15 000 cancers prévalents et de 6 387 cancers incidents. Le problème, c'est que ces algorithmes sont des algorithmes experts. Ce sont des experts qui nous disent, si tu veux pouvoir identifier cette pathologie, il faut ce type de médicaments, ce type d'ALD, etc. Et donc, le problème, c'est de les valider, ces algorithmes. Donc, dans Constance, il y a 92% des volontaires qui nous ont dit, nous, on est OK, vous pouvez nous recontacter, vous pouvez recontacter notre médecin pour reconstituer mes dossiers médicaux et pour pouvoir valider les pathologies au cas par cas. Et donc, nous, on le fait déjà sur les accidents vasculaires cérébraux, on le fait sur les infarctus du myocarde et d'autres cardiopathies, et puis on le fait déjà sur le cancer. Mais on s'est dit que ça serait bien d'étendre tout ça à la validation d'autres algorithmes dans le cadre de projets de recherche. Et donc, on a déjà pas mal de partenariats avec Santé publique France. On a fait tout un travail sur des algorithmes d'identification de diabète dans le cadre d'une thèse. Et là, actuellement, on a eu 2 financements dans le cadre des appels d'offres lancés par le HDH, le Health Hub, sur l'insuffisance rénale avec l'Agence de biomédecine et sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge avec l'équipe de Bordeaux. Et puis, on attend des résultats de 2 appels d'offres autour de la fibrillation atriale et le mélanome cutané. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à partir des bases, on fait passer un algorithme, on identifie des volontaires de Constance qui ont été identifiés par cet algorithme et on retourne auprès d'eux pour reconstituer leurs dossiers médicaux et pour pouvoir valider finalement que le diagnostic de l'algorithme correspond bien au diagnostic du volontaire. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les bases d'assurance maladie. Je voudrais vous dire quelques mots sur les bases de l'assurance vieillesse. Donc l'assurance vieillesse, elle met en place une énorme base qui permet de calculer les pensions de retraite au moment venu. Et donc pour ça, cette base, elle retrace toute la continuité de la carrière de l'assuré, quelle que soit sa profession ou son régime. Et ça fait du date-à-date, c'est-à-dire que vous avez des épisodes de carrière, par exemple un moment de chômage, un nouvel épisode de carrière, un arrêt maladie, et tout ça, ça somme tous ces arrêts. Mais bien évidemment, c'est très compliqué parce qu'il faut connaître la réglementation, la loi sur les différentes par exemple, prises en charge du chômage. Et donc, on a mis en place un groupe de travail avec la CNAF pour mieux comprendre cette base de données qui s'appelle le répertoire de gestion des carrières uniques, RGCU. Et puis, on travaille avec la CNAF et Santé publique France pour pouvoir voir sur cette base énorme qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qui serait intéressant d'en tirer pour la recherche. Et donc, la première extraction de Constance aura lieu en 2023. Donc, toutes ces bases, toutes ces données sont stockées dans des bases de données sécurisées et documentées. Donc, pour dire que c'est l'INSERM qui a la responsabilité réglementaire de Constance. Et donc, on a déjà plusieurs téraoctets de données. Il y a entre 4000, on va dire 3, 4, 5000 données variables par volontaire. Et tout ça est rangé de façon à ce qu'on puisse facilement retrouver les variables et qu'on puisse facilement ouvrir la base de données à la recherche. Donc, il y a un catalogue, une documentation, des données brutes, des données nettoyées, etc. Pour les données qui sont très sensibles, comme celle de l'assurance maladie, dont le stockage doit répondre à une réglementation qui est très, très stricte sur la sécurité des bases, on a mis notre base dans le centre d'accès sécurisé des données qui avait été financé au début par les investissements d'avenir et qui nous offre un service de bulle sécurisée hébergé en France
avec une sécurité de bout en bout, avec un boîtier physique, une double authentification, un boîtier, une carte individuelle et des empreintes digitales. Et donc, tout ça, et donc c'est sécurisé du boîtier physique client jusqu'au serveur de calcul, avec toutes les certifications et homologations qui existent. Je vais maintenant, alors je vais vous dire 2-3 mots sur la documentation. On vous l'aide, c'est un chantier qu'on met en place actuellement, et notamment en partenariat avec France Cohort. Les besoins de Constance étaient d'avoir une documentation structurée, exhaustive sur l'ensemble du cycle de la donnée et pouvoir comme ça faciliter l'appréhension de l'ensemble des informations, à la fois sur la structure de données, sur les modalités de recueil, sur le contrôle, sur la qualité, sur les aspects réglementaires. Et donc, on a fait le choix d'avoir une norme qui est une norme internationale, qui est la norme DDI, Data Documentation Initiative, qui est une norme internationale et gratuite pour décrire toutes ces données produites dans les enquêtes sociologiques, des enquêtes de santé, qui est une norme qui est utilisée par l'INSEE et qui peut donc documenter, gérer toutes les différentes étapes du cycle vie des données. Donc, ça facilite toute la compréhension, l'interprétation et l'utilisation des données. C'est écrit en XML, c'est-à-dire que c'est un format pérenne. Et donc, nous avons beaucoup avancé. Nous avons déjà choisi l'outil qui va nous permettre de faire passer notre documentation existante aux normes DDI, et tout ça est actuellement en cours. L'ouverture, donc quelques mots sur l'ouverture, puisque quand même, Constance est une infrastructure et l'essence même de notre mission, c'est de pouvoir être ouvert à la recherche. Donc, le président du conseil scientifique, Jack Simatiki, va faire une présentation là-dessus. Moi, je voudrais juste vous montrer un petit peu le panorama des institutions qui sont engagées dans l'ouverture. On a beaucoup de partenariats institutionnels qui utilisent Constance. Donc, j'ai parlé déjà de Santé publique France. Il y a la DGS, avec laquelle on a une convention pour travailler sur l'hypertension artérielle, l'assurance maladie, l'assurance retraite qui va utiliser Constance également pour faire des prévisions dans le cadre de la prise de retraite et de la pénibilité au travail. Il y a l'ANSES, Marcel va en parler tout à l'heure, qui finance une grande partie sur les risques professionnels, mais aussi sur l'environnement. Et on a un partenariat très privilégié avec la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives. Et Guillaume Eram va vous présenter le projet qui est financé dans le cadre de la MILDECA. Et puis récemment, il y a la HAS qui s'intéresse aux données de Constance. Mais on est aussi dans des projets de recherche hospitalo-universitaires. Et tout à l'heure, vous allez avoir une présentation d'Alban Redeuil sur un projet qu'on a avec l'Institut ICANN. On est dans des consortiums européens, dans des consortiums internationaux, et on a aussi des partenariats privés. Et je voudrais aussi effectivement parler de tout le travail qu'on fait avec INSERM Transfer autour des partenariats privés qu'on a signés avec les laboratoires MSD, AstraZeneca, L'Oréal, Lundbeck et Insight. Je voudrais finir en disant quelques mots sur Gazelle, qui, comme l'a rappelé Arnaud, a été mis en place en 1989 par Marcel Goldberg et par Annette Leclerc, dans lesquels ce sont c'était des statutaires à l'époque, c'était des statuts des entreprises électriques et gazières, EDF, GDF. Et donc, cette cohorte, on continue de la suivre par questionnaire, les mêmes questionnaires que Constance, et par un appariement au système, aux données de la base d'assurance maladie du système national des données de santé. La participation, elle est toujours très active. Vous voyez ici la participation des volontaires chaque année. Elle est toujours autour de 70%. Actuellement, il y a quelques décédés et puis il y a de très peu de personnes qui ont abandonné depuis le début. Donc, Gazelle, c'était vraiment la petite grande sœur de Constance, parce que pour mettre en place Constance, on s'est beaucoup appuyé sur l'expérience qu'on avait de Gazelle. Et effectivement, dès cette époque-là, Marcel Goldberg avait été assez il avait tout prévu, puisque déjà à l'époque, il parlait de télescopes et qu'il fallait considérer ces grandes cohortes comme des télescopes pour observer la santé de la population et surtout pour partager cet outil. Et en 1989, c'était vraiment très nouveau. Donc, il y a eu une centaine de projets, il y a pas mal de publications scientifiques sur Gazelle, et vous allez avoir tout à l'heure quelques exemples de ces publications. Voilà, donc je voudrais finir. Voilà, je voulais le faire en fin d'après-midi, mais je vais le faire maintenant parce que c'est maintenant qu'il y a le plus de monde. Je voulais remercier nos financeurs. Nos financeurs, tout à l'heure, Arnaud l'a souligné, il y a eu la DGS qui nous a permis de financer les premiers pilotes avec l'appel d'offres IRESM.
J'aimerais remercier bien évidemment la CNAM, parce que vous avez compris que sans la CNAM et sans les personnels des centres de santé, il n'y aura pas de constance. Et ça, vraiment, je voudrais remercier la CNAM, mais j'aimerais beaucoup remercier les personnels des centres, administratifs, infirmières, biologistes et médecins. J'aimerais aussi, bien évidemment, remercier le SGPI, le commissariat à l'investissement, le secrétariat général à l'investissement, excusez-moi, qui nous a soutenus dès le début via les financements du PIA. J'aimerais remercier l'ANR qui nous facilite le travail. C'est beaucoup d'argent et donc c'est tous les jours qu'on peut avoir des soucis de budget. Et puis, j'aimerais remercier aussi chaleureusement la Direction générale de la recherche et de l'innovation au ministère de la Recherche qui nous apporte aussi des soutiens, à la fois on va dire, des soutiens psychologiques, on va dire, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas toujours facile de mener ce genre d'enquête, et puis également des soutiens financiers. J'aimerais bien évidemment remercier l'Association des volontaires qui mène un travail formidable et vous allez pouvoir tout à l'heure en avoir un exemple avec la présentation de Frédéric Hahn. Et pour Gazelle, j'aimerais remercier la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières qui nous soutient également depuis le début et les organismes sociaux qui continuent à financer Gazelle. Et bien évidemment, je veux remercier les volontaires et bien évidemment, je voudrais signaler l'incroyable travail de mon équipe. Merci.